Le 13 décembre 1998, la famille Mercier, Alain, 42 ans, sa femme Sylvie, 39 ans, et leurs deux enfants Maxime, 16 ans, et Élodie, 12 ans, se rend comme chaque dimanche à la messe de 10 heures à l'église Saint-Paul, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Ils s'installent au troisième rang, côté gauche, leurs places habituelles depuis des années. Mais après le sermon du père Mathieu Girard, leurs sièges sont vides. Personne ne les a vus sortir. Personne ne les a entendus partir. Ils ont simplement disparu. 9 ans plus tard, en mai 2007, le nouveau curé de la paroisse, le père Laurent Fontaine, découvre dans le confessionnal une lettre datée du 12 décembre 1998, un jour avant la disparition. Cette lettre, signée de la main d'Alain Mercier, contient un aveu si troublant qu'il bouleverse complètement l'enquête qui semblait close. Mais comment cette famille de 4 personnes a-t-elle pu s'évaporer au milieu d'une assemblée de 150 fidèles? Et quel secret terrible Alain Mercier avait-il confié au confessionnal la veille de leur disparition? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre l'ampleur du mystère qui a secoué Lyon en cette fin d'année 1998, il faut d'abord connaître la famille Mercier et leur place dans la communauté de la Croix-Rousse. Ce quartier historique, perché sur la colline lyonnaise, garde encore en 1998 l'âme de son passé ouvrier. Les traboules serpentent entre les immeubles du XIXe siècle et les habitants se connaissent encore entre voisins, formant une communauté soudée où les nouvelles circulent vite. Alain Mercier travaille depuis 15 ans comme comptable principal chez Textile Rhône, une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de tissus techniques située dans le quartier de Gerland. C'est un homme méticuleux, respecté par ses collègues pour sa rigueur et son honnêteté. Ses supérieurs le décrivent comme quelqu'un de fiable, toujours ponctuel, qui ne se mêle pas des ragots de bureau, mais entretient de bonnes relations avec tout le monde. Il a ce profil typique du père de famille bourgeois lyonnais, discret, travailleur, attaché aux traditions. Sylvie Mercier enseigne depuis 12 ans à l'école primaire République, dans le 3e arrondissement. Ses collègues la connaissent comme une femme douce mais déterminée, très investie dans l'éducation de ses élèves. Elle organise chaque année la kermesse de l'école et coordonne les sorties scolaires avec un enthousiasme qui fait l'admiration des autres enseignants. Les parents d'élèves l'apprécient pour sa patience et sa capacité d'écoute. C'est elle qui gère l'agenda familial, les rendez-vous médicaux, les activités des enfants. Maxime, leur fils aîné, est en première S au lycée Lacassagne. C'est un adolescent sérieux, passionné d'informatique, une passion encore relativement rare en 1998. Il passe ses week-ends à démonter et remonter des ordinateurs, rêvant de travailler un jour dans ce secteur en pleine expansion. Ses professeurs le décrivent comme un élève brillant mais introverti qui préfère la compagnie des machines à celle de ses camarades. Il fait partie du club informatique du lycée et aide souvent ses parents avec leur nouvel ordinateur familial, un Pentium 2 que Alain a acheté en début d'année. Élodie, la cadette, est en 6e au collège Bellecombe. C'est une enfant extravertie, passionnée de danse classique qu'elle pratique au conservatoire du 3e arrondissement 3 fois par semaine. Ses professeurs la décrivent comme une élève joyeuse et appliquée, toujours prête à aider ses camarades. Elle rêve de devenir danseuse étoile et passe des heures devant le miroir de sa chambre à répéter ses positions. La famille habite un appartement de 90 mètres carrés au 5e étage d'un immeuble bourgeois de la rue des Tables Claudiennes, acquis en 1987 grâce à un prêt bancaire qu'Alain rembourse scrupuleusement. L'appartement, lumineux et bien entretenu, reflète le goût de Sylvie pour la décoration classique. Meubles en merisier, rideaux assortis, quelques antiquités chinées aux puces de Lyon. Leurs finances sont stables sans être luxueuses. Alain gagne environ 15 000 francs par mois, Sylvie 8 000. Ils possèdent une Renault Laguna Bleue de 1996, partent en vacances chaque été dans une location en Ardèche et s'offrent quelques sorties culturelles, théâtre, concerts,
Exposition. Ils épargnent régulièrement pour l'avenir des enfants et ont même ouvert un livret A pour financer les études supérieures de Maxime. La famille Mercier fait partie de ces familles discrètes qui forment l'épine dorsale de la classe moyenne française. Ils ne se font jamais remarquer, paient leurs impôts, respectent leurs voisins, participent aux activités de quartier sans jamais en prendre la tête. Leur seule sortie régulière en tant que famille sont la messe dominicale à Saint-Paul et les matchs de l'Olympique lyonnais, quand Alain arrive à obtenir des places. L'église Saint-Paul, construite en 1860, est un édifice néo-gothique typique de l'architecture religieuse du Second Empire. Ses voûtes élancées et ses vitraux colorés créent une atmosphère de recueillement appréciée des fidèles du quartier. En 1988, la paroisse compte environ 400 familles, mais seules 150 à 200 personnes assistent régulièrement à la messe du dimanche matin. Le père Mathieu Girard, 58 ans, dirige la paroisse depuis 1985. C'est un homme affable, proche de ses paroissiens, qui connaît chaque famille par son nom. Il apprécie particulièrement les Mercier pour leur assiduité et leur discrétion. Jamais il ne crée de problème, toujours ils participent aux quêtes et aux œuvres caritatives de la paroisse. Sylvie aide même parfois à la préparation des enfants pour leur première communion. La routine dominicale des Mercier est immuable depuis des années. Ils quittent leur appartement vers 9h45, descendent la rue des Tables Claudiennes à pied, traversent la place de la Croix-Rousse, puis remontent la rue d'Austerlitz jusqu'à l'église. Ils arrivent toujours 10 minutes avant le début de la messe, saluent discrètement les personnes qu'ils connaissent et s'installent au 3e rang côté gauche. Après la messe, ils échangent quelques mots avec le père Girard et d'autres paroissiens, puis rentrent chez eux pour le déjeuner dominical. Cette régularité, cette prévisibilité rend leur disparition d'autant plus incompréhensible. Comment des personnes si ancrées dans leurs habitudes, si intégrées à leur communauté, peuvent-elles simplement s'évaporer? Le dimanche 13 décembre 1998 commence comme tous les autres pour la famille Mercier. Lyon se réveille sous un ciel gris typique de l'hiver rhône-alpin, avec une température de 4 degrés et une légère bruine qui rend les pavés glissants. Alain se lève à 8h30, comme chaque dimanche, prend sa douche pendant que Sylvie prépare le petit déjeuner. Maxime traîne au lit jusqu'à 9h, privilège dominical pour un adolescent, tandis qu'Élodie, toujours matinale, est déjà levée depuis 8h et regarde les dessins animés dans le salon. Madame Dubois, leur voisine du 4e étage, croise Sylvie vers 9h dans l'escalier. Elle se souvient parfaitement de cette rencontre, car Sylvie portait son manteau beige, celui qu'elle met pour les grandes occasions, et elle lui avait fait remarquer qu'elle semblait fatiguée. Sylvie avait répondu qu'elle avait mal dormi, sans plus de détails. Cette interaction, anodine sur le moment, prendra une importance capitale dans l'enquête. À 9h45 précise, comme le confirmeront plus tard plusieurs témoins, les Mercier quittent leur immeuble. Monsieur Blanc, le gardien, les voit passer devant sa loge. Il note qu'Alain semble préoccupé, qu'il marche plus vite que d'habitude, mais sur le moment, il n'y prête pas attention particulière. Les familles se dépêchent souvent le dimanche matin pour ne pas arriver en retard à la messe. Le trajet jusqu'à l'église Saint-Paul prend habituellement 12 minutes à pied. Ce dimanche-là, plusieurs personnes les croisent sur leur chemin. Madame Lemoine, qui promène son chien place de la Croix-Rousse, se souvient avoir vu la famille vers 9h50. Elle trouve qu'ils marchent vite, que les enfants ont du mal à suivre, mais là encore, rien d'extraordinaire. Ils arrivent à l'église à 9h55. Sœur Marie-Claire, qui aide à l'accueil, les voit entrer. Elle se souvient qu'Élodie lui a souri et dit bonjour, comme toujours. Maxime avait l'air de mauvaise humeur, l'attitude typique d'un adolescent traîné à la messe, pensera-t-elle plus tard. Alain et Sylvie ont salué poliment, mais brièvement, se dirigeant directement vers leurs places habituelles. Monsieur et Madame Roussel, un couple âgé qui s'assoit toujours au 2e rang, se rappellent avoir vu les Mercier s'installer derrière eux. Ils échangent comme d'habitude quelques mots sur la météo, les enfants, les fêtes de Noël qui approchent. Rien dans leur comportement ne semble anormal, si ce n'est qu'Alain paraît distrait et répond par monosyllabes. La messe commence à 10h précises.
Le père Girard entame la célébration devant une assemblée d'environ 150 personnes, un nombre habituel pour un dimanche de décembre. L'église est suffisamment chauffée, l'atmosphère recueillie. Tout se déroule normalement pendant les 45 premières minutes. Les témoignages convergent sur un point. Pendant la première partie de la messe, jusqu'au sermon inclus, les Merciers sont bien présents à leur place. Plusieurs fidèles se souviennent les avoir vus debout pendant les chants, assis pendant les lectures. Maxime bâille, Élodie se tient droite, Sylvie suit attentivement. Alain semble ailleurs, mais c'est son attitude habituelle depuis quelques mois. Le sermon du père Girard porte ce dimanche-là sur la charité chrétienne et l'accueil de l'autre. Il dure environ 15 minutes, de 10h45 à 11h. Pendant cette période, plusieurs témoins affirment encore voir les Merciers à leur place. Madame Fontaine, assise 2 rangs derrière eux, se souvient même avoir remarqué qu'Élodie remuait sur sa chaise et que sa mère lui avait fait signe de se tenir tranquille. C'est après le sermon, au moment de l'offertoire, que l'inexplicable se produit, ou plutôt que l'inexplicable est constaté. Car personne, absolument personne parmi les 150 fidèles présents ne se souvient avoir vu les Merciers se lever et partir. Monsieur le marchand, placé au bout du 3e rang côté droit, a une vue directe sur les places des Merciers. Il jure qu'au moment où l'assemblée se lève pour l'offertoire, vers 11h05, les sièges de la famille sont vides. Pourtant, il n'a vu personne passer dans l'allée centrale, la seule voie de sortie depuis leur place. L'église Saint-Paul n'a qu'une seule entrée principale, située au fond de la nef. Pour sortir depuis le 3e rang, il faut nécessairement remonter l'allée centrale sur une 30aine de mètres, passer devant une 50aine de personnes. Comment 4 personnes ont-elles pu effectuer ce trajet sans être remarquées? Sœur Marie-Claire, qui se tient près de l'entrée pendant toute la messe pour aider les retardataires ou les personnes qui se sentent mal, affirme catégoriquement qu'aucune famille n'est sortie pendant la célébration. Elle connaît bien les Merciers et les aurait immédiatement reconnus. L'enquête révélera plus tard que l'église possède une sortie de secours, située derrière le chœur et donnant sur la rue Poutot. Mais pour l'atteindre depuis le 3e rang, il faudrait traverser le transept, passer derrière l'autel pendant que le prêtre célèbre, ouvrir une porte qui grince et dont l'usage est formellement interdit pendant les offices. Une manœuvre impensable et qui n'aurait échappé à personne. Pourtant, à 11h10, quand le père Girard invite l'assemblée à échanger un signe de paix, les places des Merciers sont indéniablement vides. Madame Roussel se retourne machinalement vers eux, comme elle le fait chaque dimanche, et ne voit que 4 sièges abandonnés. Elle pense d'abord qu'ils sont peut-être allés aux toilettes, mais les minutes passent et ils ne reviennent pas. À la fin de la messe, vers 11h45, l'inquiétude commence à naître. Plusieurs paroissiens font remarquer au père Girard l'absence inhabituelle des Merciers. Le prêtre, qui connaît leur ponctualité légendaire, décide d'appeler chez eux. Pas de réponse. Il essaie plusieurs fois dans l'après-midi. Toujours rien. Le lundi matin, Sylvie ne se présente pas à l'école République. La directrice, Madame Laurent, s'inquiète immédiatement car Sylvie n'a jamais été absente sans prévenir en 12 ans de carrière. Elle appelle le domicile des Merciers. Le téléphone sonne dans le vide. Elle contacte alors Textile Rhône pour joindre Alain. Surprise, lui non plus n'est pas venu travailler et n'a pas donné signe de vie. C'est Maxime qui donne l'alerte de manière indirecte. Le lundi après-midi, son professeur de mathématiques, M. Boyer, signale son absence au bureau de la vie scolaire. Quand l'administration du lycée La Cassagne appelle les parents, personne ne décroche. Une assistante d'éducation se rend alors au domicile familial, rue des Tables Claudiennes. L'appartement semble normal de l'extérieur. Le courrier s'accumule dans la boîte aux lettres, mais les Merciers partent parfois le week-end. C'est le gardien, Monsieur Blanc, qui commence vraiment à s'inquiéter. Il explique à l'assistante d'éducation qu'il n'a vu aucun membre de la famille depuis dimanche matin quand ils sont partis pour la messe. Il accepte d'ouvrir l'appartement avec son passe. À l'intérieur, tout semble en ordre, trop en ordre même. Les lits sont faits, la vaisselle du petit déjeuner lavée et rangée, aucun signe de départ précipité. Les valises sont dans l'armoire,
Les passeports dans le tiroir du bureau d'Alain, l'argent liquide, environ 1000 francs, dans le porte-monnaie de Sylvie, resté sur la commode de la chambre. Plus troublant encore, la table de la salle à manger est dressée pour 4 personnes, avec le rôti de bœuf que Sylvie avait préparé la veille pour le déjeuner dominical. Les pommes de terre sont épluchées dans l'évier, les haricots verts équeutés. Tout indique que la famille comptait rentrer de la messe pour déjeuner normalement. L'assistante d'éducation alerte immédiatement la police. À 17 heures, le commissariat du 3e arrondissement ouvre une enquête pour disparition inquiétante. L'affaire est confiée au lieutenant Michel Durand, un policier expérimenté de 45 ans, qui dirige la brigade de recherche des personnes disparues. Les premières investigations confirment l'inexplicable. Une famille entière s'est volatilisée au milieu d'une messe, sans laisser de traces, sans emporter d'affaires, sans donner le moindre signe de vie. Leurs comptes bancaires ne sont pas touchés. Leurs cartes de crédit n'ont pas été utilisées. Leur voiture est toujours garée dans la rue. Le lieutenant Durand, malgré ses 20 ans d'expérience, n'a jamais vu un cas pareil. Comment 4 personnes peuvent-elles disparaître simultanément d'un lieu public, devant 150 témoins, sans que personne ne remarque quoi que ce soit? Et surtout pourquoi? Les premiers mois qui suivent la disparition des Mercier transforment profondément la communauté de la Croix-Rousse. L'enquête du lieutenant Durand mobilise des moyens considérables. Fouille systématique des berges du Rhône et de la Saône, vérification de tous les hôtels de la région, contrôle aux frontières, diffusion d'avis de recherche dans toute la France. Les médias s'emparent de l'affaire. Le mystère de la famille fantôme fait la une du Progrès de Lyon pendant des semaines. Les théories les plus diverses circulent dans le quartier. Certains voisins évoquent un enlèvement, d'autres une fuite organisée pour échapper à des dettes ou des menaces. Quelques-uns murmurent même des hypothèses plus sombres. Un crime familial, secte, témoins gênants éliminés. Mais aucune de ces théories ne résiste à l'analyse des faits. Madame Caron, la boulangère de la rue d'Austerlitz, raconte à qui veut l'entendre que Sylvie était venue acheter son pain le samedi matin comme chaque week-end. Elle avait l'air normale, peut-être un peu fatiguée, mais rien d'inquiétant. Elle a pris une baguette tradition et des croissants pour le petit déjeuner du dimanche. Elle m'a même demandé si j'avais reçu mes bûches de Noël. On a parlé des fêtes qui approchaient. Cette conversation banale prend une dimension tragique, rétrospectivement. Monsieur Perrin, le pharmacien de la place de la Croix-Rousse, se souvient d'Alain venu chercher de l'aspirine le vendredi précédent. Il avait une mine terrible, des cernes, il tremblait légèrement. Je lui ai demandé s'il couvait quelque chose. Il m'a dit que c'était le stress du travail, les bilans de fin d'année. J'ai pensé lui conseiller de voir un médecin, mais on ne se connaissait pas assez bien. Ces détails, insignifiants sur le moment, alimentent maintenant toutes les spéculations. L'enquête de voisinage révèle d'autres éléments troublants. Madame Lemoine, qui habite l'immeuble d'en face, affirme avoir vu de la lumière dans l'appartement des Mercier très tard dans la nuit du samedi au dimanche. Vers 2 heures du matin, j'ai eu mal au ventre, je me suis levé pour prendre un médicament. En passant devant la fenêtre de ma cuisine, j'ai vu qu'il y avait encore de la lumière chez eux, dans le salon. J'ai trouvé ça bizarre, ils se couchent habituellement tôt. Cette insomnie inhabituelle d'Alain prend maintenant tout son sens. Plus intrigante encore, Monsieur Tessier, qui promène son chien très tôt le dimanche matin, jure avoir vu Alain sortir de l'immeuble vers 6h30. Il avait l'air pressé. Il regardait constamment autour de lui comme s'il avait peur d'être suivi. Il portait un sac plastique pas très gros, mais visiblement lourd. Je me suis dit qu'il allait peut-être jeter des déchets, mais les poubelles sont dans l'autre direction. Que contenait ce sac mystérieux? Les enquêteurs ne le découvriront jamais. L'enquête bancaire révèle des finances parfaitement saines. Alain et Sylvie ne devaient rien à personne. Leur compte était créditeur, aucune transaction suspecte dans les mois précédents. Cependant, un détail attire l'attention des enquêteurs. Dans les 3 semaines précédant la disparition, Alain a effectué plusieurs retraits d'espèces inhabituels. Pas des sommes énormes, jamais plus de 1000 francs à la fois, mais suffisamment pour constituer une cagnotte de près de 5000 francs.
Quand on interroge les commerçants du quartier, aucun n'a souvenir d'achats importants des Mercier pendant cette période. L'enquête sociale ne révèle aucun conflit, aucun problème conjugal, aucun différend avec des tiers. Mais là aussi, quelques témoignages troublants émergent. Madame Dumont, collègue de Sylvie à l'école République, confie aux enquêteurs que son amie lui avait paru changée depuis le début du mois de décembre. Elle était plus distraite, elle oubliait des rendez-vous, elle sursautait quand on lui parlait. Un jour, je l'ai trouvée en train de pleurer dans la salle des maîtres, mais elle m'a dit que c'était à cause d'un élève difficile. Ça ne lui ressemblait pas. Au lycée Lacassagne, les professeurs de Maxime livrent un témoignage similaire. Son professeur principal, Madame Berthelot, explique que l'adolescent, habituellement studieux et ponctuel, avait accumulé plusieurs retards et absences non justifiées en décembre. Il semblait préoccupé, il avait du mal à se concentrer. Quand je lui ai demandé s'il avait des problèmes à la maison, il m'a répondu que ses parents se disputaient plus que d'habitude, mais que ce n'était pas grave. Ces disputes, que personne d'autre n'avait remarquées, révèlent la tension croissante au sein du foyer Mercier. Élodie, elle aussi, avait montré des signes d'inquiétude. Son professeur de danse, Mademoiselle Rivière, se souvient d'une conversation étrange lors du dernier cours, le mercredi 9 décembre. Elle m'a demandé si on pouvait changer de nom quand on grandissait, si on pouvait devenir quelqu'un d'autre. J'ai cru qu'elle parlait de son rêve de devenir danseuse étoile, mais maintenant, je me demande si elle n'avait pas entendu des conversations entre ses parents. Les recherches techniques n'apportent pas plus de réponses. L'examen minutieux de l'église Saint-Paul ne révèle aucun passage secret, aucune issue cachée. Les spécialistes de la police technique examinent chaque centimètre carré du bâtiment. Ils testent l'acoustique pour comprendre comment 4 personnes ont pu sortir sans bruit. Ils mesurent les angles de vision depuis chaque siège pour déterminer les zones mortes. Ils chronomètrent les temps de parcours vers toutes les sorties possibles. Leur conclusion est sans appel. Il est impossible de quitter l'église depuis le 3e rang sans être vu par au moins une dizaine de personnes. La sortie par l'allée centrale nécessite 35 secondes minimum et oblige à passer devant 54 fidèles. La sortie de secours, derrière le chœur, est non seulement interdite pendant les offices, mais sa porte grince si fort qu'elle réveille les morts. L'expression prend ici un sens particulier. Les caméras de surveillance, encore rares en 1998, de la place de la Croix-Rousse, ne montrent rien d'anormal. Seules 2 caméras fonctionnent ce dimanche-là. Une à l'entrée de la banque Crédit Lyonnais, l'autre au-dessus du bureau de tabac de M. Giraud. Les bandes vidéo, analysées image par image, montrent bien la famille Mercier se dirigeant vers l'église à 9h55, mais aucune trace de leur sortie. Les enquêteurs vérifient aussi les stations de métro, les arrêts de bus, les gares. Aucune caméra n'a capturé les Mercier après leur entrée dans l'église. Plus troublant encore, l'enquête révèle qu'Alain avait modifié certaines de ses habitudes dans les semaines précédant la disparition. Monsieur Blanchard, son collègue le plus proche chez Textile Rhône, raconte qu'Alain était devenu très discret sur sa vie privée. Avant, il nous parlait de ses enfants, de ses projets de vacances, des résultats scolaires de Maxime. Depuis novembre, il répondait par monosyllabes quand on lui demandait des nouvelles de sa famille. Et puis, il avait commencé à partir plus tôt le soir, vers 17h au lieu de 18h habituellement. Ces départs anticipés s'expliquent maintenant. Alain passait ses heures supplémentaires à surveiller les alentours de son domicile, à vérifier qu'il n'était pas suivi, à élaborer des plans d'évasion. Dans son agenda professionnel, retrouvé dans son bureau, les enquêteurs découvrent des annotations cryptiques dans les marges, des horaires de train, des numéros de téléphone sans nom, des adresses incomplètes. Autant d'indices d'une préparation méthodique à une fuite éventuelle. Le plus étrange concerne l'ordinateur familial. Maxime, passionné d'informatique, avait l'habitude de tenir un journal de bord détaillé de ses activités sur la machine. Les logiciels installés, les sites internet visités, les fichiers créés ou supprimés. Ce document, retrouvé sur une disquette dans sa chambre, révèle qu'entre le 1er et le 12 décembre 1998, plusieurs fichiers
ont été définitivement effacés de l'ordinateur. Pas de simple suppression, mais des formatages complets qui rendent toute récupération impossible. Quel document Alain a-t-il voulu faire disparaître? Les enquêteurs ne le sauront jamais, mais cette précaution informatique, rare à une époque où peu de gens maîtrisaient ces subtilités techniques, prouve qu'Alain avait parfaitement planifié son coup. Au printemps 1999, l'enquête piétine. Les effectifs sont réduits, l'affaire passe au second plan. Le lieutenant Durand continue ses investigations, mais il doit reconnaître qu'il n'a aucune piste sérieuse. Dans ses rapports, il évoque une disparition volontaire parfaitement orchestrée, tout en admettant qu'il ne comprend ni les motivations ni les moyens utilisés. L'école République embauche une remplaçante pour Sylvie au début de l'année scolaire 1999. Ses collègues organisent une cagnotte pour financer les recherches privées, mais l'argent reste inutilisé faute d'enquêteurs disponibles. Textile Rhône remplace Alain par un comptable intérimaire, puis par un employé permanent au bout de 6 mois. La vie reprend, tant bien que mal. L'appartement des Mercier devient un lieu étrange, figé dans le temps. Le propriétaire, M. Favre, ne peut légalement le remettre en location tant que la situation juridique n'est pas clarifiée. Les meubles, les vêtements, les objets personnels restent exactement à leur place, comme si la famille allait rentrer d'un moment à l'autre. Seule la poussière s'accumule, et parfois M. Blanc, le gardien, vient aérer les pièces pour éviter l'humidité. À l'église Saint-Paul, les places du 3e rang côté gauche restent longtemps inoccupées. Les fidèles évitent instinctivement ces sièges comme s'ils portaient malheur. Le père Girard tente de rassurer ses paroissiens, mais lui-même ne comprend pas ce qui s'est passé ce dimanche de décembre. Il multiplie les prières pour le retour des Mercier, sans grand espoir. Madame Roussel, le couple âgé qui s'asseyait devant eux, développe une véritable obsession. Elle scrute chaque dimanche l'assemblée, espérant voir réapparaître ses voisins de banc. Elle interroge régulièrement le père Girard. A-t-il des nouvelles? La police a-t-elle progressé? Ces questions finissent par agacer, mais traduisent l'inquiétude persistante de toute la communauté. Les années passent. 2000, 2001, 2002. L'affaire Mercier devient une légende urbaine lyonnaise. Les nouveaux habitants du quartier apprennent l'histoire par les anciens, avec des détails qui s'embellissent ou se déforment au fil des récits. Certains prétendent avoir vu des membres de la famille dans d'autres villes, d'autres affirment qu'ils sont morts et enterrés quelque part. Mais jamais aucun témoignage ne se révèle fiable. En 2003, une émission de télévision consacre un reportage au mystère des Mercier. Disparitions inexpliquées, diffuse sur France 3 un documentaire de 52 minutes qui relance brièvement l'intérêt du public. L'émission, présentée par Jean-Claude Bourret, reconstitue minutieusement les dernières heures de la famille. Des comédiens rejouent les scènes dans l'église Saint-Paul, les témoins sont interrogés à nouveau, des experts en criminologie donnent leur avis. Cette médiatisation apporte quelques éléments nouveaux. Un téléspectateur de Grenoble contacte la production pour signaler qu'il a vu une famille correspondant à la description des Mercier dans une station-service près de Chambéry, le dimanche 13 décembre vers 15 heures. Mais quand les enquêteurs vérifient, les caméras de surveillance de cette station ont été effacées depuis longtemps et le témoignage reste invérifiable. Plus intéressant, un ancien employé de Textile Rhône, licencié en 1997, révèle qu'Alain avait accès aux fichiers informatiques de tous les employés de l'entreprise, y compris leurs données personnelles sensibles. Il aurait pu facilement créer de fausses fiches de paie, falsifier des documents administratifs, même créer des identités fictives. Il avait tous les codes d'accès, et à l'époque, la sécurité informatique était très rudimentaire. Cette révélation ouvre de nouvelles pistes sur les moyens dont disposait Alain pour organiser sa disparition. L'émission révèle aussi un détail troublant. Le 12 décembre 1998, veille de la disparition, quelqu'un a appelé l'école République pour signaler qu'Élodie serait absente le lundi suivant pour cause de maladie. L'appel a été passé depuis une cabine téléphonique de la gare de Lyon-Perrache vers 14 heures,
Mais quand les enquêteurs interrogent Sylvie, enfin, essaient de l'interroger, elle a disparu. Et l'analyse vocale de l'époque ne permet pas de déterminer si c'est bien sa voix sur l'enregistrement conservé par l'école. Le lieutenant Durand prend sa retraite en 2004. Il lègue le dossier à son successeur, le capitaine Sophie Moreau, en avouant que cette affaire l'a hanté pendant 6 ans. Il a exploré toutes les pistes possibles, interrogé des centaines de personnes, consulté des experts, mais le mystère reste entier. Son dernier rapport, daté du 15 novembre 2004, conclut « Aucun élément nouveau ne permet d'espérer une résolution prochaine de cette disparition ». La paroisse Saint-Paul connaît elle aussi des changements. Le père Girard, fatigué et vieillissant, demande sa mutation en 2005. Il est remplacé par un jeune prêtre, le père Laurent Fontaine, 34 ans, originaire de Grenoble. Ce changement marque symboliquement la fin d'une époque. Les derniers liens directs avec la famille Mercier se distendent. Pourtant, certaines personnes n'oublient pas. Monsieur Blanc, le gardien, vérifie encore régulièrement l'appartement vide. Il a gardé les clés et parfois, quand il se sent mélancolique, il monte au 5e étage, ouvre la porte et contemple ce musée involontaire d'une vie interrompue. Les photos de famille sur la cheminée, les jouets d'Élodie dans sa chambre, l'ordinateur de Maxime couvert de poussière, tout témoigne d'une existence brutalement suspendue. Madame Laurent, l'ancienne directrice de Sylvie, a pris sa retraite en 2005, mais elle pense encore souvent à son ancienne collègue. Elle a gardé dans son bureau une photo de l'équipe enseignante de 1998, où Sylvie sourit au premier rang. Parfois, elle se demande si elle n'aurait pas dû remarquer quelque chose, un signe avant-coureur, un changement d'attitude qui aurait pu expliquer la disparition. En 2006, l'appartement des Mercier fait l'objet d'une procédure juridique complexe. 7 ans après la disparition, le tribunal doit statuer sur la gestion des biens. L'absence prolongée ne permet pas encore de déclarer officiellement la mort des disparus. Il faut attendre 10 ans selon la loi française. Mais elle pose des problèmes pratiques croissants. Les charges de copropriété s'accumulent. L'appartement se dégrade lentement. C'est dans ce contexte que le père Laurent Fontaine entreprend, au printemps 2007, une rénovation complète de l'église Saint-Paul. Le bâtiment, vieux de près de 150 ans, nécessite des travaux importants. Réfection de la toiture, restauration des vitraux, mise aux normes électriques. Les travaux commencent en avril 2007 et doivent durer 6 mois. Le 15 mai 2007, un mardi matin pluvieux, les ouvriers s'attaquent à la rénovation du confessionnal, situé sur le côté gauche de la nef. Cette structure en bois sculpté, datant de la construction de l'église, montre des signes de vétusté inquiétants. Les planches se décollent, les jointures bâillent, l'humidité a gondolé certains panneaux. Monsieur Charpentier, c'est réellement son nom et son métier, artisan menuisier de 60 ans spécialisé dans la restauration de mobilier religieux, examine attentivement la structure. Il faut démonter entièrement le confessionnal pour le restaurer dans son atelier. C'est un travail délicat qui nécessite de numéroter chaque pièce, de photographier l'assemblage, de préserver l'intégrité historique. En démontant le panneau arrière du compartiment réservé aux prêtres, Monsieur Charpentier découvre une cavité dissimulée entre 2 cloisons. L'espace, large d'une quinzaine de centimètres, a été créé lors de la construction pour faire passer des câbles électriques, mais il n'a jamais été utilisé à cet effet. Au fond de cette cachette involontaire, l'artisan aperçoit quelque chose. Un objet blanc coincé contre la paroi. Il s'agit d'une enveloppe, légèrement jaunie par le temps et l'humidité, mais encore parfaitement lisible. Sur le recto, une écriture soignée indique, pour le père Girard, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. Au verso, une signature, A. Mercier, et une date, 12 décembre 1988. Monsieur Charpentier, troublé par cette découverte, appelle immédiatement le père Fontaine. Le jeune prêtre, qui n'était pas encore en poste lors de la disparition des Mercier, connaît néanmoins l'histoire, par les récits de ses paroissiens. Cette lettre, datée de la veille de la disparition, représente potentiellement la clé du mystère qui hante la paroisse depuis 9 ans.
Mais le père Fontaine hésite. L'enveloppe est adressée à son prédécesseur, le père Girard, aujourd'hui en retraite dans une maison de repos près de Vienne. A-t-il le droit moral d'ouvrir cette lettre? D'un autre côté, elle pourrait contenir des informations cruciales sur le sort de la famille disparue. Après une nuit de réflexion et de prière, il décide de contacter d'abord les autorités. Le capitaine Sophie Moreau se déplace personnellement à l'église Saint-Paul le 16 mai au matin. Cette femme de 42 ans, méthodique et expérimentée, a repris le dossier Mercier, en sachant qu'elle héritait d'une enquête au point mort. Cette découverte inattendue relance brutalement l'affaire. En présence du père Fontaine, de M. Charpentier et du procureur adjoint spécialement déplacé pour l'occasion, l'enveloppe est ouverte selon les règles légales. Elle contient 3 pages manuscrites, rédigées d'une écriture serrée mais parfaitement lisible. Le contenu bouleverse immédiatement les enquêteurs. La lettre commence par ces mots. « Mon père, si vous lisez cette lettre, c'est que le pire est arrivé et que nous avons dû partir précipitamment. Je vais vous révéler la vérité sur mon identité, une vérité que j'ai cachée pendant 15 ans à ma famille et à tous ceux qui m'entourent. » Alain Mercier explique qu'il ne s'appelle pas réellement Alain Mercier. Son vrai nom est André Lafont, et il a fui la région de Marseille en 1983 après avoir été témoin d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Il a vu assassiner 3 hommes dans les quartiers nord de Marseille et sa déposition devant la police avait permis l'arrestation du chef du réseau, un certain Pascal Vendetti. Mais Vendetti avait des complices en liberté et des complicités dans la police. André Lafont avait commencé à recevoir des menaces de mort. Un policier corrompu lui avait même conseillé de disparaître s'il voulait sauver sa peau. Avec l'aide d'un fonctionnaire de la préfecture, dont il ne donne pas le nom dans la lettre, il avait obtenu de faux papiers au nom d'Alain Mercier et s'était installé à Lyon pour refaire sa vie. La lettre révèle que Sylvie n'était pas au courant de cette supercherie. André et Alain l'avaient rencontré 6 mois après son arrivée à Lyon et il était tombé sincèrement amoureux. Il avait inventé une histoire plausible pour expliquer son passé. Orphelin élevé par une tante à Marseille, déménagement à Lyon pour un nouveau travail. Sylvie n'avait jamais eu de raison de douter de cette version. Pendant 15 ans, Alain Mercier avait vécu dans la peur constante que son passé le rattrape. Mais les années avaient passé. Pascal Vendetti était mort en prison en 1991 et André Lafont pensait être définitivement en sécurité sous son fausse identité. Il avait fondé une famille, construit une nouvelle existence, presque oublié ses terreurs d'autrefois. Jusqu'en novembre 1998, la lettre explique que quelqu'un l'avait reconnu dans la rue, près de son travail. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, qui l'avait abordé en l'appelant par son vrai nom. « André Lafont, ça alors! Qu'est-ce que tu fais à Lyon ?» Alain avait d'abord nié, prétendant qu'il y avait erreur sur la personne. Mais l'homme avait insisté. « Allez, André, c'est moi, Jackie Moreau. On était ensemble chez Vendetti dans le temps, Jackie Moreau. » Ce nom réveille brutalement les cauchemars du passé. Alain Mercier se souvient parfaitement de cet homme, un petit dealer des quartiers nord de Marseille, une des chevilles ouvrières du réseau Vendetti. Il était sur la liste des complices recherchés en 1983, mais il avait réussi à échapper aux arrestations. Dans sa lettre, Alain explique la terreur qui s'empare de lui lors de cette rencontre fortuite. Si Jackie Moreau l'a reconnu, combien d'autres le peuvent également? Et surtout, que fait cet homme à Lyon? Vit-il ici depuis longtemps? A-t-il des contacts avec d'anciens membres du réseau Vendetti? La lettre révèle des détails glaçants sur cette première rencontre. Jackie Moreau ne s'est pas contenté de le reconnaître. Il possède des informations précises sur sa nouvelle vie. Il connaît l'adresse exacte de la famille, les horaires de travail de Sylvie, l'école d'Élodie, le lycée de Maxime. Il sait qu'Alain possède une Renault Laguna bleue immatriculée 859 CDR 69. Il connaît le montant approximatif de ses revenus. Il a même des photos de la famille prises à leur insu. « Je t'observe depuis 3 semaines, avoue Jackie Moreau avec un sourire carnassier. J'ai d'abord voulu être sûr que c'était vraiment toi.
Puis j'ai eu envie de comprendre comment le petit André Lafont était devenu ce bourgeois tranquille. Tu as fait du beau travail, mon vieux. Une vraie reconversion professionnelle. Cette surveillance secrète de 3 semaines explique rétrospectivement les changements de comportement remarqués par l'entourage des Mercier en novembre 1998. Alain avait raison de se sentir épié, observé, menacé. Son instinct ne le trompait pas. Un prédateur rôdait effectivement autour de sa famille. Jackie Moreau se montre d'abord amical, presque nostalgique. Il évoque leurs souvenirs communs de Marseille, les soirées dans les bars du Vieux-Port, les coups montés avec Vendetti. Mais derrière cette fausse cordialité, Alain perçoit une menace sourde, une violence contenue. Cet homme n'a pas changé. Et c'est toujours le petit truand sans scrupules qu'il a connu 15 ans plus tôt. Il explique qu'il a quitté Marseille après la chute du réseau, qu'il s'est installé dans la région lyonnaise où il travaille désormais dans le transport routier. Il semble avoir tourné la page de son passé criminel, mais sa seule présence réveille tous les démons d'Alain. La conversation se poursuit dans un café près de l'entreprise Textile Rhône. Jackie Moreau pose des questions sur la nouvelle vie d'André Alain, son travail, sa famille, sa situation. Il semble impressionné par la réussite de son ancien collègue, amusé par cette reconversion bourgeoise. Mais ses questions deviennent de plus en plus précises, indiscrètes. « Tu as une jolie petite famille, à ce qu'on m'a dit. Une femme qui travaille dans l'enseignement, 2 enfants. Vous habitez Croix-Rousse, c'est ça ?» Ces détails prouvent que Jackie Moreau ne l'a pas rencontré par hasard. Il a mené des recherches, observé la famille, collecté des informations. Cette surveillance secrète terrorise Alain. Au cours des semaines suivantes, Alain multiplie les précautions. Il change d'itinéraire pour aller au travail, surveille constamment les alentours, vérifie qu'il n'est pas suivi. Mais ces précautions s'avèrent dérisoires face à la stratégie de Jackie Moreau. L'homme semble être partout et nulle part à la fois. Alain l'aperçoit un matin près de l'école République, appuyé contre un mur, fumant une cigarette en regardant les enfants entrer dans la cour. Le lendemain, c'est près de Textile Rhône, assis sur un banc, lisant le journal. Le surlendemain, dans le métro, 3 voitures derrière la sienne. Jamais assez proche pour constituer une menace directe, mais suffisamment présent pour maintenir une pression psychologique constante. Le plus inquiétant, c'est que Jackie Moreau ne se contente pas d'observer Alain, il étudie toute la famille. Un soir, en rentrant du travail, Alain aperçoit une silhouette familière près de l'arrêt de bus où Élodie attend sa mère après ses cours de danse. Une autre fois, c'est Maxime qui rentre troublé du lycée, expliquant qu'un homme lui a demandé son chemin dans la rue, mais que quelque chose dans son regard l'a mis mal à l'aise. La lettre révèle qu'Alain a tenté de prendre des contre-mesures. Il a modifié les horaires de sortie d'école de ses enfants, demandé à Sylvie de varier ses trajets, installer un nouveau système de sécurité dans l'appartement. Mais toutes ces précautions ne servent à rien face à un professionnel de la surveillance qui a des semaines pour étudier leurs habitudes. Pire encore, Jackie Moreau fait comprendre à Alain qu'il connaît des détails intimes de leur vie familiale. Lors d'une de leurs rencontres fortuites, il mentionne la marque du shampoing que utilise Sylvie, la couleur de la robe qu'Élodie portait la veille, le titre du livre que lisait Maxime dans le métro. Ces détails prouvent qu'il a des complicités, peut-être même qu'il s'est introduit dans leur appartement en leur absence. La lettre révèle qu'Alain envisage alors de tout avouer à Sylvie, de lui expliquer son véritable passé, de chercher ensemble une solution. Mais comment expliquer 15 ans de mensonges? Comment avouer à sa femme qu'elle a épousé un homme qui n'existe pas, que leurs enfants portent un nom d'emprunt, que toute leur vie commune repose sur une imposture? Il consulte discrètement un avocat, sous prétexte de questions administratives. Il apprend que sa situation juridique est extrêmement complexe. Techniquement, il vit sous une fausse identité depuis 15 ans, ce qui constitue un délit. Mais surtout, si son passé de témoin protégé ressurgit, rien ne garantit que les autorités pourront encore assurer sa sécurité et celle de sa famille. Le 8 décembre 1998, 5 jours avant la disparition, Jackie Moreau franchit un nouveau cap. Il aborde directement Alain à la sortie de Textile Rhône et lui propose un petit service.
Il a besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider dans une opération financière délicate. En échange, il garantit qu'il oubliera définitivement avoir retrouvé André Lafont à Lyon. Alain comprend immédiatement le chantage. Jackie Moreau veut l'impliquer dans une affaire louche, probablement un trafic ou un blanchiment d'argent, en utilisant sa position de comptable dans une entreprise respectable. S'il refuse, son passé sera révélé, avec toutes les conséquences que cela implique pour sa famille. « Tu as jusqu'à dimanche pour réfléchir », dit Jackie Moreau avant de disparaître dans la foule. « Dimanche soir, je veux ta réponse, et j'espère qu'elle sera positive pour le bien de ta jolie petite famille. » Cette menace à peine voilée achève de paniquer Alain. Jackie Moreau ne se contente plus de faire pression sur lui. Il menace directement Sylvie et les enfants. Dans sa lettre, Alain écrit « Je ne peux pas accepter de compromettre ma famille dans des activités criminelles, mais je ne peux pas non plus la mettre en danger en refusant. Les derniers jours avant la disparition sont un calvaire. Alain ne dort plus, mange à peine, sursaute au moindre bruit. Sylvie remarque son état, mais il prétexte des problèmes au travail, une fatigue passagère. Il envisage toutes les solutions. Fuir avec sa famille, contacter la police, accepter le chantage de Moreau, disparaître seul pour protéger les siens. C'est le vendredi 11 décembre qu'il prend sa décision. En rentrant du travail, il trouve dans sa boîte aux lettres une photo de Élodie sortant de l'école, prise visiblement à son insu. Au dos, un message manuscrit « Belle petite fille, j'espère qu'il ne lui arrivera rien ». La menace est explicite, intolérable. Cette nuit-là, Alain ne ferme pas l'œil. Il élabore un plan désespéré, emmener sa famille loin de Lyon, disparaître complètement, recommencer une nouvelle vie ailleurs sous de nouvelles identités. Il connaît quelqu'un qui peut l'aider, un ancien contact de l'époque marseillaise devenu spécialiste de ce genre de service. Mais cet homme vit en Suisse, et il faut organiser discrètement la fuite. Le samedi 12 décembre, Alain met son plan à exécution. Il prétexte des courses de Noël pour sortir seul et va retirer discrètement une grosse somme d'argent liquide dans plusieurs distributeurs. Il contacte son spécialiste depuis une cabine téléphonique et prend rendez-vous pour le lendemain soir à la frontière suisse près de Genève. Mais comment expliquer à Sylvie et aux enfants qu'ils doivent partir immédiatement, abandonner leur vie, leurs amis, leur travail, sans révéler la vérité sur son passé? Alain échafaude une histoire de menaces professionnelles, de chantage lié à des irrégularités comptables qu'il aurait découvertes chez Textile Rhône. C'est fragile, peu convaincant, mais il n'a pas le choix. C'est ce samedi soir, dans l'angoisse et le désespoir, qu'il rédige la lettre destinée au père Girard. Il veut laisser une trace de la vérité, au cas où son plan échouerait et où sa famille et lui disparaîtraient définitivement. Le confessionnal lui semble l'endroit le plus sûr et le plus symbolique pour cacher ce témoignage. Le dimanche 13 décembre au matin, tout semble encore possible. La famille se prépare pour la messe comme chaque dimanche, mais Alain sait que c'est la dernière fois. Après l'office, il compte annoncer à Sylvie qu'ils doivent partir immédiatement pour la Suisse, inventer une histoire d'urgence familiale ou professionnelle. Une fois en sécurité, il lui révélera progressivement la vérité. Mais pendant la messe, l'inévitable se produit. Au moment du sermon, Alain aperçoit Jackie Moreau au fond de l'église. L'homme le fixe intensément, un sourire inquiétant aux lèvres. Sa présence dans ce lieu sacré en famille constitue une violation insupportable de l'intimité des Merciers. Moreau a franchi une ligne rouge. À cet instant précis, Alain comprend que le plan qu'il avait élaboré ne suffira pas. Jackie Moreau ne le lâchera jamais, où qu'il aille. L'homme a des moyens, des contacts, probablement des complices. Une fuite classique ne fera que retarder l'échéance. Il faut une solution plus radicale, plus définitive. C'est pendant les dernières minutes de la messe qu'Alain Mercier prend la décision la plus terrible de sa vie. Une décision si extrême, si désespérée, qu'elle va changer à jamais le destin de sa famille et marquer l'histoire de Lyon d'un mystère apparemment insoluble. La lettre d'Alain Mercier s'achève sur ces mots glaçants. Si vous lisez cette lettre, c'est que j'ai dû mettre en œuvre le plan que j'espérais ne jamais utiliser. Jackie Moreau ne nous laissera jamais tranquilles.
La seule solution est de disparaître définitivement, et je connais un moyen que personne ne pourra jamais découvrir. Pardonnez-moi, mon père, mais je n'ai pas le choix. Ma famille doit vivre, même si pour cela, nous devons tous mourir officiellement. Cette phrase énigmatique bouleverse les enquêteurs. Que signifie disparaître définitivement? Comment peut-on mourir officiellement tout en continuant à vivre? Le capitaine Sophie Moreau reprend immédiatement l'enquête avec une énergie nouvelle. Cette lettre change complètement la nature de l'affaire. Il ne s'agit plus d'une disparition mystérieuse, mais d'une fuite organisée par un homme aux abois. Les investigations se concentrent désormais sur le passé marseillais d'André Lafont, Alain Mercier. Les archives judiciaires de 1983 confirment son témoignage. André Lafont était effectivement témoin protégé dans l'affaire Vendetti. Son témoignage avait permis de démanteler un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent qui brassait plusieurs millions de francs par an. Pascal Vendetti, le chef du réseau, avait été condamné à 20 ans de prison et était mort d'un cancer en 1991. Mais l'enquête révèle aussi que plusieurs complices de Vendetti n'avaient jamais été arrêtés et que Jackie Moreau figurait en bonne place sur cette liste. L'homme était recherché depuis 1983 pour complicité de trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et menaces de mort sur témoins. Un mandat d'arrêt national était toujours en cours contre lui. Les enquêteurs lyonnais prennent contact avec leurs collègues marseillais. L'inspecteur Raoul Santini, maintenant proche de la retraite, se souvient parfaitement d'André Lafont. C'était un brave type qui s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il avait assisté à un règlement de compte dans une casse automobile des quartiers nord. 3 hommes abattus à la Kalachnikov sous ses yeux. Il était venu témoigner spontanément, par civisme. Mais après le procès, les menaces avaient commencé. Jackie Moreau était le plus vindicatif du groupe. Il avait juré de retrouver André et de le faire payer. Cette information confirme la version d'Alain dans sa lettre. Mais elle ne répond pas à la question cruciale. Comment une famille entière a-t-elle pu s'évaporer d'une église bondée? Le capitaine Moreau décide de reprendre l'enquête technique depuis le début, en se concentrant sur les minutes cruciales entre 11h et 11h10. Elle fait reconstituer minutieusement la messe du 13 décembre 1998. Chaque témoin est réinterrogé, chaque détail réexaminé. C'est alors qu'elle découvre une incohérence dans les témoignages. Plusieurs fidèles affirment avoir vu les Mercier pendant le sermon, mais leur description ne concorde pas exactement. Madame Roussel, assise devant eux, se souvient qu'Élodie remuait sur sa chaise et que sa mère lui avait fait signe. Mais Monsieur le marchand, placé en diagonale, assure qu'Élodie était parfaitement sage et qu'elle regardait fixement vers l'autel. Ces contradictions, négligées lors de la première enquête, prennent maintenant une importance capitale. Le capitaine Moreau fait appel au service de police scientifique de Lyon. Les experts examinent à nouveau l'église Saint-Paul avec des moyens techniques plus sophistiqués qu'en 1998. Ils utilisent des caméras infrarouges, des détecteurs de cavité, des appareils de mesure acoustique de dernière génération. C'est lors de cette nouvelle inspection qu'ils découvrent l'impensable. Une trappe dissimulée sous les dalles de pierre du transept gauche. Cette ouverture, invisible à l'œil nu, donne accès à un réseau de galeries souterraines qui remonte au Moyen-Âge. Ces tunnels, utilisés autrefois par les moines pour relier l'église au monastère voisin, avaient été oubliés lors des rénovations successives du bâtiment. Mais comment Alain Mercier avait-il pu connaître l'existence de ces souterrains? La réponse se trouve dans les archives municipales de Lyon. En 1987, lors de l'achat de son appartement, Alain avait consulté tous les documents relatifs à l'histoire du quartier. Il avait même demandé une copie des plans anciens de la Croix-Rousse, officiellement pour des recherches généalogiques sur sa famille d'adoption lyonnaise. Ces plans, conservés aux archives départementales du Rhône, montrent clairement le réseau de tunnels médiévaux. Alain avait passé des mois à étudier ce labyrinthe souterrain, à en mémoriser chaque embranchement, chaque sortie. Il s'était même procuré les clés nécessaires, en se faisant passer pour un historien amateur auprès du service du patrimoine de la ville.
La reconstitution devient alors limpide. Pendant le sermon, Alain a discrètement soulevé la dalle mobile, un mécanisme qu'il avait préalablement huilé lors de visites nocturnes clandestines à l'église. Sa famille et lui ont disparu dans les souterrains en quelques secondes, pendant que l'attention de tous les fidèles était concentrée sur le père Girard. Mais cette découverte ne résout que partiellement le mystère. Où menaient ces tunnels? Qu'était-il arrivé à la famille une fois dans les souterrains? Les enquêteurs explorent le réseau souterrain avec des spéléologues expérimentés. Ils découvrent que les galeries s'étendent sur plusieurs kilomètres sous la Croix-Rousse, avec de multiples sorties dans des caves privées, des parkings souterrains et même dans les anciennes carrières de calcaire de la colline. Une de ces sorties, particulièrement bien dissimulée, débouche dans le sous-sol d'un immeuble de la rue René Lénaud, à 800 mètres de l'église. Le propriétaire de cet immeuble, interrogé, se souvient avoir trouvé étrange qu'une de ces caves ait été louée au nom d'un certain A. Martin en septembre 1988 pour une durée de 6 mois, payée d'avance en liquide. L'enquête aboutit enfin à la vérité. Alain Mercier, sous le nom d'emprunt d'A. Martin, avait loué cette cave pour y stocker du matériel de survie. Vêtements de rechange, vivres, argent liquide, et surtout 4 nouveaux jeux de papier d'identité au nom de la famille Beaumont. Ces faux documents d'une qualité professionnelle remarquable avaient été confectionnés par un ancien complice marseillais reconverti dans la contrefaçon administrative. Le plan d'Alain était d'une simplicité redoutable. Après avoir disparu de l'église par les souterrains, la famille était remontée dans la cave de la rue René Lénaud. Ils s'étaient changés, avaient pris leurs nouvelles identités et avaient quitté Lyon par le train de 15h42 en direction de Genève. Les billets, achetés sous les noms des Beaumont, figurent effectivement dans les archives de la SNCF. Mais pourquoi la Suisse? La lettre d'Alain mentionne un contact dans ce pays, quelqu'un qui pouvait les aider à refaire leur vie. Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit de Michel Arnaud, un ancien complice de l'affaire Vendetti qui avait réussi à échapper aux poursuites en 1983 et s'était installé près de Lausanne sous une fausse identité. Cet homme dirigeait une petite entreprise de transport routier qui servait de couverture à diverses activités plus ou moins légales, notamment l'aide aux fugitifs en quête de nouvelles identités. Les autorités suisses, alertées par leurs homologues français, retrouvent facilement la trace de Michel Arnaud. L'homme, maintenant âgé de 68 ans, avoue sans difficulté avoir aidé la famille Mercier-Beaumont à s'installer en Suisse en décembre 1998. Il leur avait fourni un logement, un travail et tous les documents nécessaires pour légaliser leur situation. Alain travaillait sous le nom de Marc Beaumont comme comptable dans une PME de Vevey. Sylvie, devenue Christine Beaumont, enseignait le français à des enfants d'immigrés dans une association caritative. Maxime, désormais Julien Beaumont, avait terminé ses études secondaires, puis s'était spécialisé en informatique, comme il en rêvait. Élodie, rebaptisée Camille Beaumont, avait abandonné la danse mais était devenue professeure de sport. Pendant 9 ans, les Mercier avaient vécu une existence paisible en Suisse, sous leurs nouvelles identités. Ils habitaient une maison modeste, près du lac Léman, payaient leurs impôts, participaient à la vie locale. Personne ne soupçonnait leur véritable passé. Alain avait réussi son pari, faire disparaître sa famille pour la sauver. Mais en mai 2007, quelque chose avait mal tourné. Michel Arnaud explique aux enquêteurs qu'Alain était devenu de plus en plus paranoïaque au fil des années. Il sursautait au moindre bruit, scrutait chaque visage dans la rue, vérifiait obsessionnellement qu'il n'était pas suivi. Cette tension permanente avait fini par user sa santé mentale et physique. Le 10 mai 2007, 5 jours avant la découverte de sa lettre dans l'église Saint-Paul, Alain avait fait une crise cardiaque foudroyante en pleine rue à Vevey. Il était mort sur le coup, à l'âge de 51 ans. Sa disparition brutale avait bouleversé sa famille, mais elle avait aussi révélé un secret qu'il leur avait toujours caché. L'existence de la lettre laissée dans le confessionnal de Lyon, car Alain n'avait jamais avoué à Sylvie et aux enfants la véritable raison de leur fuite.
Il leur avait fait croire qu'il était menacé par des collègues véreux de Textile Rhône qui l'accusaient de détournement de fonds. Pour justifier l'impossibilité de revenir en France, il prétendait que des mandats d'arrêt avaient été lancés contre lui. Sylvie et les enfants avaient vécu 9 ans dans l'angoisse de voir leur père et mari arrêtés et emprisonnés. Après la mort d'Alain, Sylvie avait fouillé ses affaires personnelles et découvert des documents qui révélaient son véritable passé. Elle avait alors compris qu'André Lafont n'était pas un escroc en fuite, mais un témoin protégé qui avait sacrifié son identité pour sauver sa famille. Elle avait aussi trouvé les coordonnées du père Girard et une copie de la lettre laissée dans le confessionnal. Rongée par la culpabilité et le chagrin, Sylvie avait pris une décision courageuse. Rentrer en France avec ses enfants pour rétablir la vérité. Elle avait contacté discrètement un avocat lyonnais et préparé sa reddition aux autorités françaises. Mais elle voulait d'abord que la lettre d'Alain soit découverte, pour que le monde comprenne enfin les raisons de leur disparition. C'est pourquoi, le 14 mai 2007, Sylvie avait appelé anonymement l'église Saint-Paul pour signaler la présence d'un document important dans le confessionnal. Elle savait que les travaux de rénovation allaient commencer, et elle espérait que sa lettre serait découverte par hasard lors du démontage du mobilier. Le 20 mai 2007, 5 jours après la découverte de la lettre, Sylvie Mercier se présente spontanément au commissariat du 3e arrondissement de Lyon, accompagnée de ses 2 enfants devenus adultes. Maxime a maintenant 25 ans, Élodie 21. Ils portent leur véritable nom et sont prêts à répondre de leurs actes. L'émotion est considérable dans tout Lyon. Les médias se pressent pour couvrir le retour de la famille fantôme. Mais l'accueil des autorités est bienveillant. Sylvie et les enfants n'ont commis aucun crime. Ils sont victimes des circonstances et des mensonges d'Alain, qui avait agi pour les protéger. Quant à Jackie Moreau, l'homme qui avait déclenché cette tragédie familiale, il est retrouvé et arrêté 3 jours plus tard dans une banlieue de Marseille. À 62 ans, il vivait sous une fausse identité et dirigeait un petit trafic de cigarettes. Il avoue avoir effectivement menacé Alain Mercier en 1998, mais nie avoir eu l'intention de s'en prendre physiquement à sa famille. « Je voulais juste lui faire peur pour qu'il m'aide dans mes affaires », déclare-t-il aux enquêteurs. « Je ne pensais pas qu'il réagirait de façon aussi extrême. » Jackie Moreau est jugé en 2008 pour chantage, menace de mort et association de malfaiteurs. Il est condamné à 5 ans de prison ferme. Mais compte tenu de son âge et de sa santé défaillante, il bénéficie d'un aménagement de peine et n'effectue que 18 mois de détention. Sylvie Mercier retrouve son poste d'enseignante à Lyon après une formation de remise à niveau. Elle reprend l'appartement familial de la rue des Tables Claudiennes, inchangé depuis 1998. Maxime s'installe à Paris, où il fonde une entreprise de sécurité informatique, spécialisée dans la protection des données personnelles. Un choix de carrière influencé par l'expérience traumatisante de sa famille. Élodie reste à Lyon, devient éducatrice sportive et épouse en 2010 un professeur de histoire rencontré lors de son retour en France. Le mystère qui avait hanté Lyon pendant 9 ans est enfin résolu, mais il laisse derrière lui des cicatrices profondes. L'église Saint-Paul conserve une plaque commémorative en souvenir de cette tragédie familiale. Les souterrains médiévaux sont officiellement scellés pour éviter que d'autres personnes ne les utilisent à des fins illégales. L'affaire Mercier devient un cas d'école dans les écoles de police françaises. Elle illustre parfaitement les limites du programme de protection des témoins et les conséquences dramatiques que peuvent avoir les menaces sur des personnes innocentes. Elle montre aussi jusqu'où un père de famille peut aller pour protéger les siens, même si cela implique de détruire leur vie pour les sauver. En 2015, Sylvie Mercier publie un livre de témoignages intitulé « 9 ans dans l'ombre ». Elle y raconte son calvaire, sa découverte progressive de la vérité et sa difficile reconstruction après le retour en France. Le livre connaît un certain succès et sensibilise l'opinion publique au problème des témoins protégés abandonnés par le système judiciaire. Aujourd'hui, Sylvie Mercier a 68 ans. Elle vit toujours à Lyon, dans un petit appartement près de la place Bellecour.
Elle a pris sa retraite en 2018, mais continue à donner des cours bénévoles de français aux réfugiés. Parfois, elle retourne à l'église Saint-Paul pour se recueillir sur les lieux où sa vie a basculé. Elle ne pardonnera jamais à Alain de leur avoir menti, mais elle comprend maintenant qu'ils n'avaient pas le choix. Maxime et Élodie, devenus adultes équilibrés malgré leur enfance chaotique, entretiennent de bonnes relations avec leur mère. Ils ont chacun fondé leur propre famille et vivent sous leur véritable nom, sans honte de leur passé. L'épreuve qu'ils ont traversée les a rendus plus forts et plus solidaires. Le 13 décembre 2023, 25 ans jour pour jour après la disparition, les 3 survivants de la famille Mercier se retrouvent pour un déjeuner commémoratif dans un restaurant de la Croix-Rousse. Ils évoquent leurs souvenirs, parlent d'Alain avec une tendresse mêlée d'amertume et regardent l'avenir avec sérénité. Leur histoire, longtemps synonyme de mystère et d'angoisse, est devenue un symbole de résilience et d'espoir. Cette affaire nous montre à quel point la peur peut transformer des personnes ordinaires en fugitifs et comment les secrets du passé peuvent détruire des familles entières. La détermination d'Alain Mercier à protéger les siens, même au prix de leur bonheur, révèle les limites du système de protection des témoins et l'impuissance des individus face aux menaces du crime organisé. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire ? La capacité d'Alain à organiser une disparition si parfaite ou le courage de Sylvie à revenir pour rétablir la vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce cas complexe de justice et de survie familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette reconstruction minutieuse vous a captivé. Et partagez cette histoire avec vos proches qui s'intéressent aux affaires criminelles résolues contre toute attente.